Toutes et à tous, bienvenue pour les maintenances projet de décembre à l'Université Paris-Est. Nous allons commencer notre matinée par la discussion d'un texte écrit par Samuel Bétal, aussi, texte qui sera discuté par Camille Rondeau. Donc voilà, conformément aux modalités traditionnelles du fonctionnement des rencontres d'EL, je vais sans plus tarder laisser la parole à nos intervenants de ce matin, sachant que les séminaires comme les rencontres d'EL débutent généralement par la parole donnée aux discutants, et non pas la présentation du texte par l'auteur. C'est d'abord la discutante, en l'occurrence, qui va pouvoir nous faire part de sa lecture critique du texte de Camille. Camille, c'est à toi. Bonjour à tous, déjà merci de m'avoir invité et puis de m'avoir permis de lire ce texte qui m'a bien intéressé et qui m'a aussi amené à me poser pas mal de questions, donc je pense que c'est toujours intéressant. Donc je vais vous donner ma lecture, la lecture de ce texte en vous explicitant les étapes que j'ai pu relever, le fonctionnement qui est présenté, le cadre théorique qui est explicité, etc. Et en agrémentant en fait de ma lecture personnelle et de ce que j'ai vu par rapport donc, à cette approche bien particulière. Donc cet article tout d'abord s'intitule donné a priori une citation, donc c'est un article, s'intitule Des données à la recherche de public au pluriel, les assemblages temporaires des concours de réutilisation de données ouvertes. Donc ça, je le redis puisqu'il m'a semblé que c'est pas ce qui avait circulé en fait sur les emails, etc. Et que ce titre, donc ce nouveau titre, a priori, est plus éclairant par rapport à ce qui est proposé dedans. Et notamment, j'attire d'emblée l'attention sur l'idée qu'on est passé à des données à la recherche du public au pluriel, alors qu'au départ c'était public au singulier. Alors je ne sais pas si c'était une erreur, mais du coup, peu importe, parce que ce soit sciemment ou pas, ça démontre en effet un palier dans l'avancement et dans la réflexion par rapport à cela. La deuxième partie, j'y reviendrai après, aussi est assez éclairante, puisqu'on voit que le terme de participation a disparu et que l'on n'est plus sur des agencements temporaires mais sur des assemblages temporaires qui, pareil, c'est ce que vous dites, ce que tu dis, dans le texte, c'est que cette notion d'assemblage temporaire n'est pas anodine puisqu'en fait elle fait référence à un auteur directement et donc du coup ça ne porte pas du tout le même sens que quand on était à agencement temporaire. Donc, je vais enfin rentrer dans ce que je voulais dire. Le point de départ, c'est la question de l'open data, la question de l'ouverture des données publiques, qui sont questionnées de prime abord par rapport à la question de la participation et par un biais précis, puisque d'emblée, dans le texte, on montre par cette idée que la participation est considérée comme une politique de l'offre. Donc c'est un peu un point d'entrée dans le texte, pour reprendre une formulation développée par Guillaume. Donc il y a vraiment cette idée de politique de l'offre qui est mise en avant, puisqu'il y a en filigrane donc, une problématique sociale, on va dire une problématique portée par les institutions qui ouvrent ces données, qui est qu'il y a une difficulté finalement à trouver des publics pour ces données. Donc ça c'est vraiment, il m'a semblé, le point d'entrée dedans, et donc qui amène donc, Samuel à proposer ce qu'il propose comme être une nouvelle perspective sur l'analyse de l'ouverture de ces données, c'est d'analyser en fait cela à travers leurs usages, enfin plutôt les usages supposés, et l'idée de rechercher donc ces publics, de créer les modalités d'une réutilisation, et donc modalités d'une réutilisation qui est suscitée par l'organisation de concours de réutilisation des données qui sont parfois nommés des hackathons. Alors je n'ai pas du tout, je n'ai pas su s'ils étaient toujours cités comme cela, si parfois ils étaient nommés de la sorte a posteriori, etc. Donc ça aussi,
intéressé de le savoir après. Et tout ça, en fait, prend sens dans une recherche plus générale qui est un travail de thèse et qui s'intéresse particulièrement aux coulisses de l'open data. Ce que je vous expliquer, c'est qu'il y a cette question des usages, de chercher les publics, mais c'est vraiment en fait, de voir comment on prépare tout cela, plutôt que d'intervenir a posteriori. Et c'est là aussi où il y a quand même une particularité donc, par rapport au texte qui est présenté, c'est que il est même en fait d'un terrain qui a été réalisé entre octobre 2012 et décembre 2013, qui s'est fait surtout autour d'entretiens avec des chefs de projet Open Data, donc dans trois lieux particuliers, 2 villes et une région. Et là, ce que vous dites, c'est que tout ça a été réalisé a posteriori donc, de ces concours. Donc là, on a cette idée de voir les coulisses sur l'après, de voir plus ou moins une dimension réflexive de ce que peuvent permettre des conditions de possibilité de ces concours, mais aussi, donc, plus ou moins, ça vous amène à voir la façon dont les discours permettent de comprendre ce qui est mis derrière l'organisation de ces concours. Alors, vous mobilisez beaucoup de notions, vous faites référence aussi à une littérature scientifique précise et qui prend une certaine place dans le texte, qui vous amène à mobiliser des notions que vous considérez comme essentielles pour appréhender ces concours de réutilisation de données. Donc, la notion d'instrument, la notion d'assemblage, qui apparaît désormais dans le titre de Laurent, et en troisième temps, la notion d'intéressement et d'enrôlement que vous prenez à Calais. Donc ça, c'est vraiment ce qui va vous permettre en fait, de proposer plusieurs entrées dans votre sujet. Le tout s'insère de façon plus large et dans un ensemble, apparenté dans un ensemble de travaux qui ont pu être d'abord développés en Science and Technology Studies, avec un très bel accent, dont l'un des buts est de mesurer l'impact de l'ouverture des données sur les pratiques de recherche au départ. Et donc du coup, alors pourquoi je le reprécise ici, puisque en fait il m'a semblé que cette question de l'impact, alors là je ne sais plus si c'est dans le texte ou si c'est parce que j'ai regardé votre présentation de thèse sur Dailymotion. Ah non, cette vidéo. C'est pas trop de vidéo. Il fallait pas la mettre. C'est pas moi qui l'ai mise en ligne, malheureusement. Voilà, mais bon, c'est pas grave. C'est assez intéressant. Donc, je m'arrête là sur cette petite parenthèse. Donc, un cadre théorique qui est bien explicité, bien posé, qui vous permet donc d'appréhender votre terrain. Je précise d'ailleurs à propos de ce terrain, et vous le dites vous-même, que tout a été anonymisé. Donc, ce qui m'amène aussi à voir, du coup, donc je comprends du coup cette demande des acteurs d'anonymiser tout cela. Et c'est vrai que du coup, ça mène à poser la question de la spécificité de ces villes par rapport aux régions. Et moi, j'ai eu pas mal d'interrogations par rapport aux spécificités de ces concours les uns par rapport aux autres, puisque vous expliquez en effet qu'il y a un concours qui est lancé simultanément à l'ouverture d'un portail de données. Un autre, dans une autre ville, c'est un appel à projet qui est annuel. Et dans la région, donc ce concours lui, a été organisé un week-end, quelques mois avant l'ouverture du site Open Data. Donc ça permet déjà de voir qu'il y a, malgré cette forme commune, donc il y a des particularités, il y a des créativités qui sont en fonction des villes et des régions. Mais c'est vrai que du coup, on a des informations qui manquent peut-être sur la dimension contextuelle, mais j'en ai bien conscience que, bien qu'il y ait une injonction à la transparence dans l'idée de mettre en ligne ces données publiques, je pense qu'on ne peut pas trop dire qui en est. C'est toujours des limites. Autre élément qui est important, vous explicitez à de nombreuses reprises donc, la spécificité de votre approche et du choix de ces concours de réutilisation de données, que vous dites que l'une des spécificités de ces concours,
elle est d'ailleurs double, c'est que elle repose sur l'existence de rétributions financières ou symboliques qui vont, qui vont cadrer finalement ce dispositif-là, qui vont mettre une forme de contrainte, qui vont être un peu une contrainte un peu paradoxale. Et la dimension cruciale aussi de ce que vous appelez la technicité, c'est-à-dire que finalement, dans l'organisation de ces concours, on crée les publics de l'utilisation de ces données, mais on crée un public bien spécifique qui a nécessité donc d'avoir des compétences pour pouvoir gérer ces données et qui finalement va avoir plus un rôle de relais envers les publics, envers les citoyens ordinaires. On utilise cette formulation parce que je l'ai trouvée dans un des entretiens de l'homme qui est cité, c'est dans un des verbatims. Et il me semble que c'est aussi ça qui est intéressant et qui est porté par l'idée de dire public au pluriel, non pas simplement public, puisque à la fois c'est développeur, mais in fine, on va en fait, ce qui est visé, c'est aussi de pouvoir atteindre un public plus large par la création donc, de finalités assez données. Donc, ce qui est bien montré dans le texte, c'est que ces concours montrent bien qu'il y a une croyance en l'évidence de l'utilisation des données, puisqu'il faut créer les conditions de leur réutilisation. La compréhension aussi qu'il faudrait finalement, vous n'employez pas le terme, mais des médiateurs, on pourrait dire, pour appréhender ces données, pour pouvoir y avoir accès. Avoir en quelque sorte une culture des données qui n'est pas si évidente que ça et qui relève à la fois d'une compétence informatique et autres. Donc ça c'est assez crucial. Donc première question, donc cette question de la compétence, d'une forme de médiation. Et médiation, donc là, qui opère donc, par des figures, par des individus. Mais en fait, une question de la médiation qui me semble assez cruciale dans ce que vous dites, puisqu'en fait, toute cette idée, et là, c'est là où vous explicitez que quand on met en ligne cette idée de rebrutifier les données, donc de montrer des données qui sont a priori les plus brutes possibles pour permettre la réutilisation la plus large possible. Et finalement, donc, par l'utilisation de cette idée de rebrutifier, on voit en fait que tout ça, ça décrit un ensemble de médiation. Et donc, on a l'impression que plus une donnée est brute, plus une donnée apparaît comme brute, plus elle a finalement été travaillée pour être susceptible d'être réutilisée. Ça, c'est l'idée. Donc finalement, dans ces concours de réutilisation, il me semble que vous montrez qu'il y a l'idée de faire à la fois acte de médiation et de médiatisation, puisqu'il y a cette idée de donner à utiliser des données, donc par l'intermédiaire de personnes qui ont la compétence à montrer la façon dont on peut les utiliser. Et médiatisation, pourquoi? Parce qu'il y a donc aussi cette modalité de donner à voir une modalité d'action publique qui repose donc sur cette idée de la transparence, etc. Alors, donc, c'est vraiment tout ce qui est posé. Il y a dans les 2-3 premières pages du texte, il y a une densité d'informations. Il y a beaucoup de choses qui sont posées, beaucoup de choses qui amènent pourrait être amené dans plein de directions très différentes. Vous les rassemblez ensuite à travers 3 questions que vous posez, donc, qui sont à la page 3, il me semble. Vous dites donc comment expliquer que les administrations stimulent la réutilisation de données par l'organisation de concours, comment les organisateurs font-ils participer le public lors des concours, quel rôle peuvent jouer ces dispositifs dans la mise en œuvre des politiques d'ouverture de données publiques. Donc 3 questions qui interrogent davantage donc, sur des modalités, sur un fonctionnement qui me semble assez pragmatique et qui vous permettent du coup de bien focaliser sur ce dispositif bien particulier,
à travers donc deux grandes idées, qui est que donc, cette idée donc, de la brutification des données, avec cette idée qu'on doit libérer les données. Donc là, pareil, la question, ce verbatim de libérer apparaît aussi dans les entretiens que vous mettez en évidence. Donc il y a aussi une grande richesse dans ces verbatims sur les imaginaires autour de tout cela, de l'ouverture des données. Et donc, autre grande spécificité, elle me semble, intérêt de cette présentation, c'est l'idée d'envisager donc les publics des données. Et donc là, on est bien sûr dans deux voies qui sont en fait totalement corrélées, puisque l'ouverture des données, qui finalement en fait est une fabrication des données, puisque en étant mises en scène sur des portails, etc., elles sont construites, et que en faisant ça, en fait, on envisage des publics des données, puisqu'il y a donc la question de la pratique qui est d'emblée mise en sens, qui est constituée par la fabrication. Donc ça, c'est vraiment les deux choses qui vont l'une avec l'autre. C'est qu'on ne peut pas donc envisager cette construction des données sans envisager des publics des données, donc qui ne sont pas forcément sciemment, mais in fine, de toute façon, l'analyse de n'importe quel portail ou de n'importe quel type de données va mettre en avant donc, des types d'usages supposés, évidemment. Et ce que vous montrez dans la spécificité donc, de ces concours, c'est que, c'est là où l'intérêt de le remettre dans la sphère économico-sociale, si je peux le dire comme ça, de façon assez simple, c'est que dans ces concours, ils sont très cadrés parce que il y a en fait par ces rétributions financières ou symboliques qui amènent en fait finalement à donner des prix, surtout pour des développements qui utilisent des données liées au transport, liées en fait à ce qui va être a priori le plus simple à utiliser et le plus pratique, on pourrait dire, pour les. Donc là, on rentre aussi dans une perspective que vous mettez en place, c'est que ce dispositif il a vraiment un rôle de cadre. Il va cadrer en fait une utilisation des données et finalement une forme d'utilité publique de la donnée qui transparaît là-dedans. Et donc là, c'est après le texte et on a quatre grands titres qui permettent donc de développer tout cela. Tout d'abord, vous cherchez à expliciter comment on passe finalement de cette idée de passer d'une offre à une demande. Comment est-ce qu'on va construire ça dans ce dispositif bien particulier qu'est le concours. Donc ça, j'y reviens parce que c'est vraiment important que ce soit là-dessus, parce qu'on est dans une temporalité qui est très spécifique et qui va mobiliser donc, des acteurs qui ont une compétence particulière, mais qui sont aussi, ce que vous montrez, empreints d'imaginaire particulier. Déjà, on voit des hackathons, donc on a des développeurs, on a l'imaginaire des hackers. L'idée de que tous ces développeurs réunis entre eux vont créer des choses innovantes, etc. Et qui finalement, en fait, est tellement cadré par un dispositif que finalement, on est plus dans une utilisation d'un imaginaire que dans une arène qui va permettre de mettre aux autres, d'exploiter tous ces potentiels réunis. Donc voilà, donc là vous expliquez comment il y a cette idée de construire des publics de données. Donc là c'est un bien particulier. Par la création donc, de médiateurs, puisque ces développeurs, il me semble, font office de médiateurs. Donc on a une forme de réquisition de ces individus et des imaginaires qui les entourent, donc des imaginaires qui là vient démontrer sa pertinence, démontrer que ça fonctionne, que ça fait quelque chose, à la fois par la mobilisation d'un ensemble d'acteurs, des acteurs qui sont disparates, mais qui ont nécessité à travailler ensemble pour cette ouverture, pour que cette réutilisation des données puisse avoir lieu, et justification donc, sur l'idée qu'on peut faire travailler ces gens ensemble, si je le dis très grossièrement, et justification aussi qui passe par celle des présupposés qui sont liés à l'open data. Et donc là, vous faites référence aussi dans tout ce qui concerne les développeurs, donc on va
justifier qu'il y aurait des existences de communautés de développeurs, donc le recours au terme de communauté est ici aussi très éclairant. Et avec l'idée aussi, on justifie qu'il y a l'existence d'un intérêt pour les données ouvertes qui demanderait a priori leur ouverture. Donc ça, on est vraiment dans un dispositif auto-justificateur. Et tout ça, vous terminez par la mobilisation donc, de cet assemblage, de l'idée de cet assemblage temporaire, et vous appuyez sur la dimension temporelle donc, de ces concours en explicitant que, d'ailleurs, c'est d'où l'intérêt de ce terrain là aussi, c'est qu'il y a un retour à la fois réflexif, mais aussi on a de voir est-ce que ça a engendré quelque chose de particulier, est-ce que ça a lancé dans une dynamique, et que finalement tous les acteurs ont une forme de déception sur le fait que ce sont plus des événements et qui ont du mal en fait à se transformer à être concrétisés par une réelle réutilisation de tout ça. Donc voilà pour ma lecture de tout ça, si certains choses pas très claires pour revenir sur d'autres choses. J'ai quelques pistes, plein d'éléments qui m'ont semblé intéressants et sur lesquels j'aurais aimé revenir ou pas, hein, comme vous souhaitez. Alors, moi, il m'a semblé dans votre texte qu'il y avait en fait plusieurs choses qui auraient pu être spécifiées, enfin davantage développées, et d'autres qui auraient permis de mieux comprendre. Donc déjà, je l'ai déjà dit, mais bon, c'est pas grave, j'insiste. Sur la spécificité des dispositifs, je trouve que du coup, alors après, bon, on est d'accord sur son approche sans doute, mais j'ai en fait parfois du mal à... Enfin, voilà, on voit qu'il s'agit d'un concours, mais je trouve que j'ai du mal à percevoir la spécificité de ces concours. Aussi, en plus, surtout quand vous les définissez par une comparaison entre eux et que donc, du coup ces concours ont une spécificité parce qu'ils cohabitent avec des portails de données, des sites qui sont ouverts, mais du coup dont on ne voit pas la matérialité. Alors sans dire qu'il faut absolument, mais c'est vrai que du coup j'aurais trouvé ça intéressant de pouvoir voir, parce que forcément ces données elles posent aussi des questions de visualisation, enfin, vous voyez un peu, ça m'a manqué en fait d'une analyse peut-être un petit peu plus appuyée de leur spécificité. Aussi, par rapport d'ailleurs aux acteurs, mais ça je sais aussi que c'est, vous dites et en bien, c'est une demande aussi, donc forcément si ne veulent pas être dit, c'est difficile aussi de dire par exemple les URL des portails, etc., puisque tout de suite, on tombe dans le piège, donc ça je suis bien d'accord. Mais je trouve que c'est quand même un petit peu dommage. Mais simplement oui, par exemple la durée de ces hackathons, le nombre d'heures, enfin, vous voyez peut-être des choses un peu plus formelles pour pouvoir les comparer. Alors peut-être que ça va passer, mais c'est le nombre d'acteurs, les nombres de développeurs par exemple qui peuvent être mobilisés, etc. Enfin, je sais pas, devenir un peu plus permettre de bien voir tout cela. Donc ça, c'était un élément. S'il y avait du public aussi, enfin, autre que ces développeurs, vous voyez, parce qu'il me semble qu'il y a quand même dans cette idée de ils sont en quelque sorte des relais, donc du coup, et puis après comment c'est donné à lire, comment c'est donné à médiatiser, je sais que c'est pas tout à fait le sujet, mais on peut voir ça dans le prolongement. Autre chose, vous avez défini beaucoup de données qui sont très, très intéressantes, qui vous permettent de vraiment de cadrer, on pourrait dire, votre approche. Et cependant, il me semble que la notion de public aurait pu davantage être mise en relief et creusée. Alors c'est une notion qui est très, très problématique et qui, donc moi que je connais par un biais qui n'est pas du tout celui-là, mais par le biais de la muséologie, c'est pas grave.
Il y a beaucoup de choses qui ont été faites là-dedans, mais qui du coup questionnent aussi les choses, parce que ça, il y a quand même aussi des problématiques sociales qui peuvent être similaires finalement. Ça interroge aussi celle des noms publics, peut-être qu'elles peuvent être interrogées là-dedans, donc du coup il m'a semblé que c'était quelque chose peut-être qui pourrait vous intéresser. Après, oui, et juste, il y avait quelque chose aussi dans la spécificité du dispositif qui me semblait intéressante par rapport à l'idée que ce soit des concours. Il y a une dimension quand même de mise en spectacle qui peut être présente là-dedans. Et qui en plus amène à questionner, puisqu'on dit qu'on est dans un discours légitimement justificateur, et qui est peut-être plus loin en fait aller chercher du côté d'une forme de dimension performative, mais en allant juste au terme de performance, et donc, du coup parce que là on se situe dans une idée de mise en spectacle telle qu'elle est développée au départ dans ce cadre-là. Donc ça c'est vraiment des éléments assez cruciaux. J'ai juste, moi aussi, il y a quelque chose qui m'a intéressé, et du coup, je suis désolée de revenir sur la petite vidéo dont je parlais tout à l'heure, je dis que je ne ferai pas. J'ai trouvé qu'il y avait quelques propos un peu prescriptifs dans le texte. Dans la vidéo? Non, dans le texte. Dans le texte. Du coup, j'appuie mon argumentaire après, ou alors j'appuie mon surinterprétation. C'est parce que vous dites qu'il est nécessaire de faire ça pour. Je l'ai trouvé, il y a 2 occurrences de l'idée nécessaire. Enfin bon, c'est pas grave. La façon dont c'est dit, il y a quand même une latence entre est-ce que c'est entre l'idée, bien sûr qu'il y a un peu dans des discours qui sont très prescriptifs, ça c'est bien d'accord, qui sont portés par des dispositifs. Mais je me suis demandé jusqu'à quel moment en fait il y avait aussi du coup la dimension prescriptive, elle n'était pas aussi parfois on a du mal à voir si ce sont vraiment les acteurs ou si c'est vraiment vous en étant vous-même convaincu de l'idée d'ouvrir les données, etc. Donc peut-être à regarder, parce que c'est vrai que du coup ça peut mettre un doute sur le statut de ce type de formule. Ça relève d'un point de vue personnel, du point de vue des acteurs. Donc voilà, en creux, les grands éléments que j'ai pu voir. Après, il y en a d'autres. Merci beaucoup, Camille, pour cette lecture. Parole tout de suite à Samuel. Merci, Camille. Alors, vous l'avez dit tout de suite, donc ça n'a pas de vue sur le reste de l'intervention. Il y a une habitude de déploiement. Alors juste déjà une première chose, c'est que oui, le texte a beaucoup évolué, même ne serait-ce que dans le titre. C'est vrai que la première version que j'ai envoyée à Stéphanie avait un autre titre, et puis finalement ça a changé. Ça a changé parce que c'est un texte qui a eu une vie mouvementée, et des fois j'en ai oublié toutes les filiations. Enfin, il a eu une vie compliquée. Juste pour vous dire que j'ai posté l'article sur Academia aujourd'hui, et tu peux regarder sur le compte de Redel, ça a été retuité, il y a bien un direct pour télécharger l'article. Ça vous permettra d'avoir aussi une lecture autrement que pour pouvoir lire ce texte. Voilà, ce sera plus pratique. Donc c'est un article que j'ai soumis à la revue Participation et qui a été l'objet de pas mal de discussions avec les relecteurs, et qui au départ était parti d'une discussion aux journées doctorales sur la participation, et j'étais pas mal parti de mon mémoire qui était en sciences de l'information et de la communication pour un peu le questionnement initial de recherche. Et au départ, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'était pas du tout ma question de recherche, c'était plus de s'intéresser vraiment au travail qui est fait sur les données. Et les concours, c'était pas vraiment dans le spectre de l'enquête au départ, puisque l'objet de l'enquête, c'est de s'intéresser aux coulisses vraiment de l'ouverture des données, de s'intéresser à ce qui se passe en amont.
et vraiment ce qui se passe autour des données elles-mêmes, comment on les identifie, on les sélectionne, on les retravaille. C'est pas vraiment la question de départ, sauf que je me suis très vite rendu compte que ces concours, ils jouent un rôle crucial dans le processus d'ouverture lui-même des données. Et c'est justement tout l'objet de cet article. Et aussi, une des autres parties de ce questionnement de départ, moi, ça venait de cette question de la communauté qui me posait problème et que je trouvais très intéressante. J'avais été pas mal marqué, alors c'était dans la toute première version de l'article, j'avais été revenu largement sur comment, dans le fonctionnement de la mission étalable, on appelait l'idée de cette communauté des développeurs. Il y avait même un appel d'offres que j'étudiais où il faisait, d'un côté, il y avait la communauté des développeurs qui étaient des usagers compétents, et de l'autre côté, il y avait un peu le grand public qui allait bénéficier de ces médiations et des réutilisations qu'ils allaient faire des données publiques. Donc tout de suite, ça m'a posé beaucoup de questions, et j'ai décidé de m'intéresser à cette question des concours. Parce que c'était le moment de la rencontre en fait entre des producteurs de données, des chefs de projet open data et des réutilisateurs. Il y avait aussi cette idée on allait un peu préfigurer qui étaient ces utilisateurs et quels usages ils allaient faire, et comment aussi le dispositif du concours prescrit et cadre et norme aussi l'ouverture et la réutilisation de ces données-là. Il y a un point qui est important, c'est aussi, ça vous l'avez évoqué, c'est le positionnement a posteriori, ce qui fait qu'il y a certaines questions comme combien il y avait de personnes aux événements, tout ça je ne sais pas parce que je n'y étais pas. Moi je l'ai suivi d'un point de vue, quand je faisais mon mémoire au CELSA, je recevais tous ces articles-là, j'enregistrais, j'avais ces informations par la presse et aussi par les médias sociaux. Donc j'y ai pas assisté. Donc je suis allé a posteriori, mais je me suis rendu compte que j'avais déjà énormément de données sur ces concours-là et qui m'informaient aussi sur cette démarche d'ouverture des données et qui avait largement matière à faire un article complet sur ces questions. J'ai pris un parti pris qui a été celui de l'anonymisation des acteurs interrogés. Alors celui-là, j'y verrai pas parce que c'est important et ça permet aussi de certaines confidentialités des échanges et aussi de protéger certains producteurs de données qui sont exprimés sur la question-là. Non pas qu'ils allaient avoir des problèmes après ça, mais je trouve que la parole est plus libérée si on anonymise. Par contre, j'ai fait un autre parti pris qui a été d'anonymiser les terrains, qui étaient peut-être un peu trop conservateurs. Et ça m'a été... Enfin, les évaluateurs de l'article m'ont conseillé d'enlever peut-être cette anonymisation, qui est peut-être de trop. Donc, si vous voulez, je vous le dis maintenant, parce que je vais refaire une version de l'article dans laquelle je ne vais pas anonymiser les terrains, et je vais citer les organisations dans lesquelles sont déroulés ces concours. C'était la ville de Rennes, la ville de Montpellier et la région Île-de-France. Donc ça me permettra en fait dans une prochaine version, et justement tes remarques m'ont intéressé, parce qu'en plus c'était une remarque d'un des autres évaluateurs qui a relu cette version de ce texte-là, c'est qu'il manque un peu de matérialité, il manque ne serait-ce que des images, ne serait-ce que plus de description de ces concours-là, mais j'étais très contraint par cette idée d'anonymiser les terrains. Et dans ma thèse, c'est quelque chose que je vais faire moins, sauf à des moments où il y a un besoin de confidentialité. Par exemple, dans la partie sur les concours cadre à la participation, il y a un des acteurs qui dit qu'ils avaient déjà en tête de donner un prix à une entreprise, que j'ai nommé Transat. Ça, c'est quelque chose que je ne peux pas lier à une organisation, parce que ça pose vraiment des problèmes sur l'impartialité de ces concours et sur leur fonctionnement eux-mêmes. Donc c'est pas mon rôle non plus d'aller dénoncer le fonctionnement de ces concours. À un moment, tu as pas mal évoqué la question des imaginaires et de la médiation et aussi de la médiatisation. Sur la question des imaginaires, moi c'était quand même... Alors je préfère ne pas mélanger les différentes approches théoriques. Donc je ne l'ai pas fait dans cet article, mais je l'ai fait dans d'autres articles. Il y a quand même cette idée très présente de la communauté des développeurs. Et donc, ce que j'essaie quand même dans cet article de faire, c'est de comprendre comment cette communauté des développeurs, elle est construite et justifiée. En partant, comme tu l'as dit, que c'était un des présupposés de l'open data, c'est qu'il y a des développeurs, il y a une demande de ces données-là, et que pour les ouvrir, il va y avoir des gens qui vont les réutiliser presque mécaniquement. Et je trouve que la citation qui est au départ de Regard Citoyen qui dit si les données ont bien été libérées sous conditions open data, les réutilisations arriveront sans doute d'elles-mêmes. Et c'est cette idée que, tu as une démarche naturelle. Et en fait, quand on observe le simple fait qu'il y ait des concours, qu'il y ait des événements,
qui est tout un tas de dispositifs qui stimulent la réutilisation des données là, il y a tout de suite une contradiction et ça pose problème. Donc c'est de montrer comment en fait on construit cette communauté des développeurs. Au niveau des médiations, alors ça je l'ai écrit aussi dans un autre article, qui peut être retrouvé sur mon académie, probablement, sur l'idéal qui était un peu au départ dans les discours sur l'open data, qu'on allait se débarrasser un peu des médiations, ce que Bruno Latour appelle le double clic, c'est-à-dire un accès direct à l'information qui sera une sorte d'accès pur, et ça rejoint cette question des données brutes qui sortiraient un peu de, c'est ce que je dis dans la vidéo, qui sortiraient un peu de la source, qui serait intacte et pas altérée par la main de l'homme. Et en fait, justement, l'organisation de ces concours, elle montre qu'en fait, l'open data n'a pas d'intérêt s'il n'y a pas de médiation, en tout cas je parle pour les acteurs, s'il n'y a pas de médiation qui sont créées à la suite. Donc s'il n'y a pas une réutilisation de ces données-là, s'il n'y a pas des applications, des services qui donnent sens et qui rendent intelligibles ces données-là. Mais le problème, ça, on a pas mal travaillé cette question avec Clément Mavu, c'est qu'en fait la réutilisation de ces données-là, elle amène la création d'autres boîtes noires. Alors non pas la donnée est elle-même une boîte noire, on a très peu d'informations sur ses conditions de production, mais dans la réutilisation par exemple d'une infographie, c'est une boîte noire, donc on ne sait pas vraiment les présupposés qui ont guidé sa création, et elle porte en elle un message qui est important. Donc ça, sur cette question de la médiation, je pourrais revenir là-dessus, et aussi sur la question de la médiatisation. Alors ça, je l'observais beaucoup, puisque moi j'ai pu quand même observer ces concours à distance à travers la presse et les médias sociaux, des concours qui sont vraiment, alors j'aime bien cette idée justement de mise en spectacle et de dimension performative, et je pense que c'est quelque chose que je vais creuser, peut-être pas dans la prochaine version de cet article, mais très probablement dans ma thèse. C'est qu'il y a vraiment une idée de mettre en scène, de valoriser la présence des développeurs. Et très concrètement, ça prend la forme à la fin du concours, il y a les élus, quelques producteurs de données, les membres du jury, qui vont être entourés de développeurs, qu'on va mettre en scène, on va les présenter un peu comme des geeks, il y a un peu cet humour-là, autour de dire, voilà, c'est la grande rencontre, l'open data, la grande rencontre des développeurs avec l'administration, entre gros guillemets. Voilà, ces trois points-là, je voulais évoquer, puis je vais revenir sur ces différentes pistes et questions. La première qui est celle de la spécificité des dispositifs. Et j'ai pris un parti pris qui est celui de la comparaison, qui me semblait intéressant parce que dans ces trois concours et dans ces trois projets Open Data, il y a une même filiation qui est celle plus ancienne qui s'est faite à Washington du concours Apps for Democracy, qui a été aussi une des grandes manières de légitimer l'Open Data. Apps for Democracy, c'était un concours qui a été fait en 2007 ou 2008, je ne sais plus exactement les dates, c'est dans l'article, à Washington, dans lequel la ville de Washington a libéré un certain nombre de données, et il y a eu la création de services à la suite, dans le cadre d'un concours. Je crois que les prix étaient de l'ordre de 50 000 €, et alors la ville a fait, ça je l'ai mis en note de bas de page, la ville et les organisateurs du concours ont fait énormément de communication sur le fait que ça aurait rapporté 3 millions de dollars de création de services. Alors, justement, j'explique un peu les petites astuces de communication qui ont été faites. Mais ça a été un moment, en tout cas, fondateur, et tous ces événements suivent un peu la filiation de cet événement-là, qui a duré, je crois, 1 mois. Et ils ont chacun leur spécificité. Et de mémoire, c'est dans l'article la durée des concours. Si c'est pas fait, je le corrigerai. Mais de mémoire, ça y est. Donc à Rennes, ça a duré 6 mois. À Montpellier, c'est permanent. Et la région Île-de-France, c'était le temps d'un week-end. Mais il y a quand même l'idée à la suite qu'on va avoir des preuves tangibles. Et il y a un extrait d'entretien, il y a un verbatim que j'aime beaucoup, qui moi m'a posé beaucoup de questions et je trouve très utile. C'est une personne qui est un chef de projet Open Data à Montpellier, qui m'avait présenté son livret, sa brochure de présentation du projet Open Data, et il me dit, bon, voilà, l'open data, quand j'en parle en général autour de moi, les gens ne comprennent pas trop. Par contre, quand je présente les résultats du concours, là, ça devient concret. Et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est le rôle de ces concours aussi pour que l'open data devienne concret, tangible, et aussi de cette mise en scène des résultats, de la participation des développeurs. Ouais, ça pose plein de questions. Il y a deuxième question que tu as évoquée, c'était sur la notion de public.
qui a creusé très probablement, et c'est vrai que c'est peut-être une des failles de cet article. Voilà, je ne pouvais pas non plus trop alourdir d'un point de vue théorique l'article. En tout cas, il y a eu un choix qui était de passer du public au pluriel, puisqu'on voit très bien dans l'article qu'il y a plusieurs publics qui s'instaurent par ces dispositifs. Et l'existence aussi de ces non-publics, alors ça c'était aussi dans une version antérieure que j'avais évoquée, mais derrière il y a l'idée que le grand public en général va bénéficier non pas va pas utiliser les données lui-même, mais va utiliser les médiations qui vont en sortir, les réutilisations, les services, les applications. Et donc cette idée qu'il y aurait une sorte d'ouverture en deux temps et un bénéfice plus large en deux temps, donc dans un premier temps ça bénéficie aux développeurs. Et c'est le travail de ces développeurs qui va bénéficier à la société. Il y avait un dernier point, alors j'ai évoqué la mise en spectacle, qui était sur le côté prescriptif du il est nécessaire. Alors la vidéo c'était le concours PhD Pitch à Télécom. Alors très concrètement, il y avait un prix à gagner. Alors là pour le coup, moi j'en ai profité du concours, j'en avais besoin à ce moment-là, et donc j'y suis allé tout à fait normatif, en essayant d'être drôle dans la mesure du possible et de ce que je sais faire pour être drôle. Donc c'est une vidéo dont j'ai parfois un peu honte, mais en tout cas ça a marché, j'étais 3e du concours. Donc je vais essayer de me débarrasser de cette vidéo parce que forcément là dans cette vidéo j'étais peut-être prescriptif et pas forcément très cadré dans le discours. Mais alors dans l'article, peut-être qu'il y a, oui, il y a l'expression il est nécessaire. C'est nécessaire du point de vue des acteurs et des chefs de projet open data, que ce soit très clair. Alors oui, moi j'ai une autre casquette qui est celle de créateur d'une association qui s'appelle Open Knowledge Foundation France, qui milite pour l'ouverture des données, mais j'essaie de ne pas mélanger les casquettes. Et en général, si j'ai mis il est nécessaire, c'était du point de vue des acteurs. C'est peut-être pas la meilleure formulation, mais voilà. En général, j'essaie de faire assez attention. Je pense que plus dans cette vidéo qu'il faudrait que je me débarrasse pour enlever cette dimension prescriptive. Je pense avoir fait le tour des questions et des remarques. Je reviens sur les questions. Tout à fait. Merci pour la réponse. Parole est aux participants. Toujours votre vidéo. Je suis désolée pour arriver en retard. Ça aussi. Pardon. Mais bon, j'avais lu le texte du coup, parce que j'ai eu le temps. Je l'ai lu dans le train. Alors moi, je voudrais revenir sur cette dimension productive en fait, de ces concours. Alors c'est vrai qu'il y a une dimension, ce que tu expliques très bien, je trouve, sur la production d'un cadre, et puis essayer de faire en sorte que les gens à l'intérieur aient suffisamment d'espace pour pouvoir faire un peu ce qu'ils veulent. Et moi je me disais aussi que finalement c'était aussi une façon de désigner, de créer ces concours, de désigner la façon dont il fallait agir avec ces données, c'est-à-dire le fait de principalement organiser autour de la production d'applications téléphoniques ou de l'usage par les journalistes, qui est la deuxième façon de valoriser un peu la manière d'agir avec ces données. Et pour moi, en fait, c'est une vraie difficulté, me semble-t-il, de comprendre pourquoi il y a un tel entonnoir en fait, dans la façon dont, que ce soit les responsables en fait, de ces projets, me semble-t-il, pour les connaître moins peu évidemment, mais pour les connaître aussi, ou par les politiques eux-mêmes, c'est-à-dire finalement d'avoir eux-mêmes une difficulté à se représenter sur qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'on va inviter à faire. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, il y a une sorte d'écart entre dire, voilà, il y a des publics, des métiers de développeurs, assez identifiables, des journalistes un autre,
Mais en même temps, on ne sait pas ce qu'on peut leur demander de faire avec, à part d'être citoyen. Ça veut dire quoi, du coup, d'être citoyen parce qu'on regarde les données ou parce qu'on va produire des schémas. Donc, et pour moi, c'est vraiment ce... Alors, du coup, c'est ça où... pour moi, c'est ça qui est normatif, en fait. Je ne sais pas si je l'emploie dans le même sens que toi quand je dis norme, parce que pour moi, c'est produire une certaine façon d'agir et finalement d'en restreindre un peu les usages et qui finalement, d'une certaine façon, pose le problème et le reste. Parce qu'on ne va pas devenir subitement militant parce qu'il y a une autoroute qui va passer vraiment chez nous. Enfin, voilà, faudrait... Parce qu'il y a le troisième public... si on peut, hein. Non, on peut. Non, mais en fait, en même temps, voilà, ça peut jouer un rôle, mais disons que tout le monde... c'est pareil, c'est aussi un certain type de public. Pour avoir... près de chez moi... Désolé. Non, en fait, ça nous arrange. C'est plutôt positif, ça va éviter que les voitures passent dans le village. Ça va enlever juste 100 000 voitures. Donc c'est plutôt bien. Bref, on va discuter de ce projet-là. Mais voilà, c'était un peu ma question. C'était dans quel sens t'emploies norme, toi? Parce que j'ai lu deux textes. L'autre, je l'avais lu avant, mais sur ce que tu avais écrit avec Clément, où tu emploies aussi le terme norme à plusieurs... Normatif, oui. Et donc voilà, quel est le sens? Et est-ce que, est-ce que ça rejoint ouais. ton analyse? En fait, c'est un truc vraiment essentiel dans ces concours-là, et je trouve que je ne creuse peut-être pas assez. Alors, je l'évoque, et je l'évoque vraiment en page 11. À un moment, je dis sur le fait que les concours orientent et cadrent la participation. À un moment, j'évoque que dans l'intitulé et la description des prix, les partenaires financiers ont déterminé en partie les résultats du concours du fait de l'intitulé et de la description des prix. Et la moitié d'entre eux portaient sur les transports. C'était vraiment développer des applications, montrer que dans les transports, ça rend des services très concrets aux citoyens et que ça facilite. Il y avait vraiment cette idée derrière beaucoup de ces concours que l'open data, ça facilite la vie. Sauf que l'open data, si vous demandez dans cette salle, on va tout de suite penser à la transparence, révélation des secrets de l'État, machine à scandale. Il y a plein de choses de ce côté-là. Et en fait, ce que poussent ces concours, et je suis tout à fait d'accord qu'ils norment la participation, mais aussi qui vont aussi dire un peu le bon chemin et aussi dire tout ce qu'on souhaite éviter. Et moi, c'est ça que j'observe aussi un peu dans les coulisses, c'est que la question de la transparence, elle pose beaucoup de problèmes, elle n'est pas du tout dans les réflexes de l'administration. Et très souvent, la réponse que j'entends quand on pose des questions sur la transparence, c'est déjà que c'est une ouverture volontaire des données, donc forcément, les données un peu sensibles, c'est très compliqué de les ouvrir. Je pourrais revenir là-dessus. Et qu'en général, ils me répondent, bon, on va passer la branche sur laquelle on est assis. Et ça se manifeste vraiment dans ces concours-là, où justement, alors ce que j'écris dans l'article, c'est qu'aucun prix dans son intitulé ne soutenait un service qui porterait sur la transparence ou des questions politiques, alors même que là c'était à Rennes, qu'il y a des données sur les élections, l'emplacement ou la fréquentation des édifices publics qui étaient disponibles. À cette époque-là, il n'y avait pas encore le budget. Mais dans le cadre de ces concours, tout ce qui était un peu dans la dimension un peu critique et qui entrerait dans ce côté développement de la transparence et aussi de l'accountability des citoyens n'est pas du tout encouragé. J'avais assisté, alors il y a un concours que j'aurais dû faire une observation, et je n'en suis pas une vraie observation, j'étais participant d'un concours qui est celui du ministère de la Culture, où j'étais avec un groupe qui essayait de chercher le budget du ministère de la Culture et voir comment il le développait, le dépenser. Et on se doute bien, et beaucoup de gens leur déconseillaient de le faire parce qu'ils n'avaient aucune chance de gagner le concours en faisant ça. Et parce que c'était pas du tout dans l'idée qui était derrière le concours, qui était de développer là encore des services qui étaient utiles. Le ministère n'empêchait pas de le faire, mais il y avait aussi tout un usage qui était beaucoup plus citoyen, beaucoup plus critique, et pas encouragé. Donc je suis tout à fait d'accord qu'il y a une dimension alors normative dans le sens que ça
normatif dans le sens aussi que ça applique la règle et ça donne un sens. Dans ce cadre de ces concours, on voit vraiment quel est le sens du politique qu'il applique dans ces dispositifs-là et comment il oriente vers certains publics et qu'il en exclut d'autres. Et c'est cette idée que tu as évoquée des non-publics, ce que beaucoup d'acteurs évoquent comme le grand public ou des citoyens normaux, des personnes qui n'ont pas forcément la compétence pour réutiliser des données et créer des applications, parce qu'il y a une utilisation des données qui peut être très simple, qui peut être de faire des graphiques, qui peut aussi être visualisé de plein de formes, et ça, il y a beaucoup plus de monde qui est capable de le faire. Quand on oriente vers des services, on cible des développeurs, on limite énormément les publics qui vont utiliser ces données. Et il y a aussi la question de quelle posture on leur demande assez en gros, soyez citoyens, quand on leur demande de créer une application pour un montant qui est finalement assez faible, avec une chance de gagner qui est aussi, elle aussi très faible. Ces concours, il faut savoir, c'est hackathon, ils ne se développent pas uniquement dans l'administration, c'est toutes les entreprises, enfin j'exagère énormément, mais beaucoup d'entreprises qui commencent à faire ce type de hackathon. Vous regardez le programme du NUMA à Paris, il y a toutes les 2-3 semaines une entreprise qui organise ce type de concours. Il y a Clément qui en fait, qui est aussi, on a le même directeur de thèse, on a Télécom ensemble. Lui, il observe le hackathon de Transilien. Et donc de la SNCF qui développe aussi ces formats-là. Et c'est quelque chose qui est très décrié parce que derrière, on demande une participation qui est gratuite au départ avec une rétribution très faible. Et derrière, on est aussi dans l'idée de substituer un peu le service public. Quand on pousse à créer des applications par les citoyens, ça rejoint cette idée qui a aussi un des fondements de ces concours, qui est celle de l'État de Government as a Platform, qui a été beaucoup poussé par Tim O'Reilly, l'inventeur du Web 2.0, plein de guillemets partout, mais qui poussait cette idée de Government as a Platform, où en fait l'État serait un peu comme une plateforme avec des API dans lesquelles vous pouvez connecter des applications et qui en fait distinguerait les rôles entre l'État qui est en charge de fournir des données, de fournir une infrastructure, et de l'autre côté des développeurs qui vont créer plein d'applications et qui en fait vont se substituer au service public. Et c'est très très présent dans cet article que je vous invite à lire de manière critique, qui derrière a une vision, je pense, complètement libertarienne, dans laquelle il donne des exemples dans lesquels c'est les citoyens qui vont refaire des routes. Donc c'est génial, mais ça n'arrive pas très souvent parce que les citoyens ont beaucoup de choses à faire que de faire des routes, et c'est pour ça aussi qu'ils payent des impôts à un certain nombre. Bref, il y a une vision derrière politique qui est aussi en train de monter au sommet de l'État. Cette idée d'État plateforme, elle est poussée en grande partie par Henri Verdier, qui est le directeur d'État Lab, qui parle lui-même d'un État plateforme, et qui essaye de développer notamment auprès de Thierry Mandon. Voilà, c'est une vision qui est en train un peu de s'imposer, que l'État doit juste fournir des données, que le service public va se faire par les citoyens, qui rejoint aussi des choses qu'a fait Cameron avec la Big Society, une série, mais Big Society dans laquelle les citoyens vont créer les services et vont substituer au service public qu'on est en train de faire. Après, voilà, c'est une vision politique qui est tout à fait acceptable, mais derrière, il y a quand même une vision politique très forte. C'est pas vraiment ce que je développe dans cet article. Je voulais juste montrer un des aspects quand même que je voulais montrer qui était pour moi très important. C'est le côté vraiment temporaire et le côté de voir qu'est-ce que ça provoque dans les administrations. Je pense que ça a un effet en interne qui, lui, est important, c'est qu'il justifie l'open data en montrant que ils existent en fait, ces publics. Vous voyez, on les a rencontrés, vous avez discuté avec eux. Et donc pour ça, on stimule cette rencontre. Et l'autre côté, c'est le côté plus temporaire, c'est qu'après, il ne se passe pas forcément grand-chose. Après, c'est compliqué de maintenir cette dynamique dans laquelle les administrations vont s'impliquer, vont ouvrir des données, puis derrière les participants, les développeurs, vont continuer à utiliser des données, montrer qu'ils sont là et qu'ils existent. Et qu'en fait, l'open data, l'ouverture des données est un agencement très temporaire pour l'instant de ce fonctionnement dans l'État, et ça se manifeste bien à travers ces concours. Ouais, moi j'ai vu qu'une vieille version d'article, donc peut-être que la question a été aimée. Lequel millésime? Il y a 3 mois. Ah non,
Mais en fait, justement, on n'a jamais parlé de cette question de problème pour l'administration à gérer l'open data en interne, c'est-à-dire comment les officers doivent changer leur manière de travailler, les agents. Et je pense que ce serait intéressant dans cet article que tu le fasses plus ressortir, parce que finalement, je n'ai pas l'impression qu'on le sente beaucoup, le fait que c'est une galère de réorganisation interne pour motiver les équipes à traiter différemment les données, à changer leur format, à interagir entre les départements, etc. Et peut-être que ça renforcerait la thèse de justifier. Alors, peut-être que tu le fais maintenant. alors, je sais pas si tu as la même version, mais d'un côté, c'est vrai qu'une des faiblesses de cet article, c'est qu'il y a énormément de choses, et du coup, forcément, moi j'ai un peu qui, je pense, sont dans l'article, mais qui ne sont pas forcément très visibles. J'en ai quand même pas mal parlé sur la question de, pour un moment je parle du travail coûteux de délocalisation des données et de rebrutification, et que derrière ça demande une réorganisation, un travail de l'administration considérable, et ça demande aussi très concrètement le recrutement d'agents qui vont aller pousser les administrations à ouvrir leurs données, mais aussi à les retravailler, à faire des métadonnées pour qu'elles soient plus utilisables. Derrière, c'est extrêmement compliqué, et c'est un des questionnements de base de cette recherche, c'est-à-dire qu'il y a un peu un coup caché de l'open data qui a été au départ mal évalué. En ce moment, je suis en train d'écrire des choses sur l'histoire de l'open data. Je suis tombé sur un discours de Daniel Kaplan de la FIG à Rennes. En fait, j'étais là ce jour-là, j'avais pris des notes, je suis tombé là-dessus, je fais « Ah mais c'est parfait, c'est exactement ce qu'il me faut ». Il disait, c'est quand même, en parlant de l'open data, il disait « C'est quand même cadeau cette histoire, ça va pas vous coûter grand-chose », mais c'est quasiment le terme qu'il emploie. Et derrière, il y a plein de gens qui demandent ces données-là, et ça va produire plein de choses inattendues, et vous allez vraiment en bénéficier. Sauf que là-dedans, il y a quand même un coût qui est assez difficilement évalué, et c'est un travail qui n'apparaît pas, et l'objectif, c'est un peu de montrer qu'il y a un travail très complexe, et ces concours-là, je pense qu'ils ont c'est justement ce que j'essaie de faire remonter dans cet article, c'est qu'ils permettent de légitimer cette démarche qui est coûteuse, compliquée pour l'administration, et dans lequel le chef de projet Open Data, concrètement, il va rencontrer des producteurs qui vont lui dire bon, mon boulot, c'est pas de produire des données pour la société en général, c'est de produire des données en interne, c'est des données de gestion. Je sais pas, à un moment, page 6 des Rosières qui avait distingué la statistique des données de gestion. La statistique, c'est un savoir général sur la société. Les données de gestion, c'est des données qui sont produites pour gérer au quotidien une administration. Et tout ça, ça demande un travail de transformer ces données de gestion en une valeur qui est proche de la statistique, c'est-à-dire que ça va devenir, qu'on le veuille ou non, ces données qui ont été produites vraiment localement et pas forcément selon des normes très, très développées, elles vont avoir une valeur quasi statistique, c'est-à-dire que vous allez pouvoir les réutiliser et dire, j'ai le cas par exemple des espaces verts que je sors tout le temps, mais les espaces verts à Paris, la personne qui produit ce jeu de données, elle le produit parce qu'elle doit gérer les espaces verts. On ne peut pas faire un recensement des espaces verts pour les Parisiens. Donc, pour elle, dans sa base de données des espaces verts, il y a les petits pots de fleurs que la ville de Paris entretient et il y a le bois de Vincennes. Sauf que si vous demandez la définition d'un espace vert, en général, on peut vous dire le pot de fleurs, parce qu'aller jouer dans un pot de fleurs, c'est compliqué. Et donc, il y a tout un travail derrière qui est ne serait-ce que de repenser les catégories, de retravailler ces données en fonction des catégories communes. Et donc, toutes ces données-là, leur travail de production, et puis après il y a un travail de publication de ces données-là qui est mal évalué. Et ces concours-là, ça permet de dire, regardez, la demande, elle est là, on vous l'a présentée, et ça permet de mettre un visage très concrètement sur cette communauté de développeurs dont les chefs de projet parlent depuis longtemps. Caroline ? Oui, bonjour, pardon pour mon retard également. Caroline Oliviani du Civitech. Je voudrais revenir sur la mobilisation de la notion d'instrument. J'ai parcouru très rapidement la dernière version du texte, forcément très rapidement, puisqu'elle a été mise en ligne ce matin. Mais c'est une notion sur laquelle je travaille beaucoup par ailleurs, et c'est une notion qui est beaucoup mobilisée dans des travaux en infocom, particulièrement des travaux en infocom qui prennent en considération tout
tout ce qui a trait au symbolique, à la communication ou aux médiations dans l'action politique, dans l'action publique. Donc il y a peut-être d'autres textes où vous l'avez travaillé, donc voilà, c'est en méconnaissance d'autres éléments que vous auriez pu écrire sur le sujet, hein, que se positionne en intervention. Ce paradigme des instruments, il émane de travaux en sciences politiques, hein, qui visent à analyser l'action publique de manière dynamique et complexe, en contrepoint d'un courant dominant dans les sciences politiques il y a un certain temps, il y a un temps certain, hein, courant précédent, donc, le courant des instruments vise à vraiment mettre en cause, empiriquement aussi, hein, pas juste idéologiquement, mais à mettre en cause la rationalité supposée des acteurs politiques ou des maîtres d'œuvre des politiques publiques, hein, au travers de l'idée que, et c'est ce que Desrosières montre bien aussi, hein, au travers de l'idée que les outils qu'on met en place, les instruments, hein, ce terme apparaît visiblement comme une catégorie assez générale, hein, au travers de l'idée que les outils, les méthodologies, les routines qui se mettent en place à partir d'un instrument produisent un effet en retour, y compris sur celles et ceux qui sont soi-disant les décisionnaires, qui ont décidé de manière rationnellement qu'il fallait utiliser tel instrument, etc. Il y a un truc qui est très important dans la notion d'instrument, que Pierre Lascoum, Patrick Le Gallès et aussi Louis Simard, dans les derniers textes qui ont été écrits à ce sujet, mettent bien en évidence, et qui me semble est trop oublié dans un certain nombre de travaux en infocom en particulier, c'est que la notion d'instrument, elle est plurielle. C'est une catégorie qui, en fait, vise, c'est un concept, qui vise en fait à désigner des instruments, une pluralité de modalités d'action. Et ça, on le trouve bien, on le trouve beaucoup mieux, on le trouve clairement dans les textes de Lascoum, Le Gallès et Simard, mais on le trouve encore plus clairement dans les textes de celui qui a, de l'auteur anglo-saxon Christopher Hood, dans son ouvrage Tools of the Government, où là, voilà, instrument est bien mis au pluriel, etc. Et donc, derrière cette pluralité, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a la dimension, évidemment, il y a la dimension symbolique ou événementielle, et le hackathon fait partie, effectivement, de ce type d'instrument. Lascoum, des fois, il dit les instruments informationnels, moi je dis les instruments communicationnels, dans d'autres textes, on a essayé de dire les médiations, voilà. Pour autant, même quand ce type d'instrument-là est dominant, il n'existe pas seul. Il existe rarement seul. Et donc, ma question, c'est, les autres instruments, c'est dans la panoplie classique, hein, d'un État. Évidemment, ce n'est pas tout à fait les mêmes selon qu'on est aux États-Unis, selon qu'on est en France, etc. Mais en gros, c'est la législation, c'est la fiscalité, c'est aussi des compétences disponibles ou pas dans les institutions, dans les appareils administratifs des institutions. Et du coup, ma question, en fait, sur ces bases-là était la suivante, enfin, j'en ai plusieurs, c'est comment est-ce que vous positionnez le hackathon ou des dispositifs équivalents, hein, je prends le nom pour aller plus vite, comment est-ce que vous positionnez le hackathon, dont, même si on est bien d'accord qu'il joue un rôle crucial, hein, en tant que... comment vous le positionnez par rapport aux autres instruments de la politique de l'open data, puisqu'il y en a d'autres. Il y a un instrument légal qui est l'adaptation de la législation sur la protection des personnes, des données concernant les personnes, qui relève de la CNIL. Comment positionner aussi le hackathon comme instrument événementiel ou symbolique, hein, comment le positionner par rapport à... alors là, ça c'est mon incompétence totale en matière de dimension technique, mais comment le positionner par rapport à des instruments techniques et toutes les modalités de préparation des données pour qu'elles soient réutilisables, et comment positionner le hackathon par rapport à ce que j'appellerais un instrument politique,
C'est-à-dire, et ce que j'entends par instrument politique, c'est l'élaboration de chartes, de textes qui explicitent et qui tentent de constituer une doctrine sur ce qui est acceptable en termes de réutilisation des données. Et donc, dans certaines des réponses que vous avez faites à Camille, vous montrez bien que même si on libère, soit pour favoriser l'empowerment des citoyens, soit pour favoriser le développement de nouveaux secteurs d'activité dans une société en crise, il y a des moments où l'institution, je réifie pour les besoins de la cause, où l'institution dit ah ben non, pas ça. Moi, je suis optimiste, je me dis qu'un jour, les institutions comprendront que les questionnements critiques et réflexifs des sciences sociales peuvent leur apporter, mais bon, ça c'est purement personnel. Donc, en tout cas, ma question c'était ça, même si le hackathon est un instrument auquel il est pertinent de donner une centralité, et qu'on concourt en cela à ce qu'on peut appeler une approche communicationnelle de l'action publique, ou une conception intégrative de la communication dans l'action politique et publique. Voilà, comment vous concevez le positionnement de cet instrument central par rapport aux autres instruments dont dispose une institution, évidemment, parce que là aussi il faut préciser selon les contextes. J'aurais aussi beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je ne reviendrai pas. Voilà, il faut choisir ses questions. Merci beaucoup, je suis très content de cette remarque parce que je vais écrire quelque chose sur les instruments cet après-midi, donc dans ma thèse, donc je suis vraiment très content. Je pense que c'est quand même, en revenant sur l'article, je pense que c'est peut-être une des faiblesses aussi, c'est que j'ai abordé cette question des instruments en effet, en basant sur les travaux de Gascon et Le Gallès, mais pas forcément peut-être assez développé. Je pense que j'avais mal compris en tout cas l'importance de les voir en pluriel et de voir un peu la panoplie des instruments dont disposent les acteurs politiques. Par contre, je pense que il y a quelque chose qui ressort dans ce texte-là, c'est voilà, tout ce courant de la science politique qui remet en cause la rationalité des décideurs, cette idée, ce qui est un peu ce que je cite Hassan Teufel qui parle de la conception balistique dans laquelle on a des objectifs très précis et tout sera très clair. C'est justement à travers ces moments-là de mobilisation où on voit apparaître des choses qui n'étaient pas forcément tout à fait prévues que la politique open data commence à prendre de nouvelles orientations et ça se voit aussi à travers d'autres instruments. Alors c'était justement l'objet de votre question. Comment le hackathon se positionne par rapport aux autres instruments de cette politique, de cette forme d'action publique open data? Je pense qu'il y en a un qui est particulièrement important. Alors moi j'envisageais pas, je pense que c'est plutôt une méconnaissance de cette notion que je ne connais pas encore très bien. Je ne suis pas forcément toujours bien approprié dans le texte, je ne la mobilise pas assez. Je ne voyais pas forcément les chartes et les textes comme étant aussi un instrument. Je voyais ça plus dans le sens du dispositif. Et pour moi, l'autre instrument de la politique d'open data qui apparaît très clairement, et c'est ce qu'a fait Sarah Labelle, qui avait présenté l'an dernier, c'est sur le portail. Le portail, c'est là où aussi cette politique se met en... C'est pas contradictoire du tout. D'ailleurs, dans le texte de Sarah et Jean-Baptiste, il y a aussi les textes de doctrine. Il y a les deux corpus. Oui, il y a les textes de doctrine en effet. Et c'est là en fait où moi ce que j'avais un peu en tête, c'est qu'à travers cette étude des hackathons, mais je pense aussi à travers l'étude des portails, c'est là que se matérialise cette politique open data et que les choix dans les publics sont les plus manifestes. C'était pas pour vous dire il faut travailler sur tout, il faut être un pro de ce qui se passe à la CNIL, parce qu'évidemment, il faut trouver un point d'entrée, il faut justifier aussi que ce point d'entrée est pertinent, évidemment. Mais dans la réflexion sur la contextualisation, je pense que la contextualisation, c'est pas uniquement de savoir si c'est M. Duchemol qui faisait ça dans la ville de Rennes dans telle année. C'est aussi important de savoir comment cet instrument-là, qu'est-ce qui existe comme autre instrument autour de celui-là pour mieux retrouver les traces des ambivalences liées aux autres instruments dans cet événement-là. Parce que, moi, ce qui me frappe en lisant un certain nombre de textes liés à des recherches sur ces événementiels, là,
puis j'avais un étudiant pour le coup qui était en stage à la région Île-de-France et qui avait vraiment été immergé dans la préparation du hackathon sur lequel il travaille là. Ce qui me frappe, c'est aussi l'importance des résistances au sein des institutions. Résistance d'ordre technique, résistance d'ordre politique, parce que ce qui est en jeu, c'est vraiment, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est une transformation de fond de ce que c'est qu'un service public, en tout cas à la française. Du coup, la comparaison avec les États-Unis, je pense, c'est vraiment important. Quand on arrivera, je sais qu'il y a peut-être déjà des choses de comparaison, je veux dire. Voilà, parce qu'évidemment, il n'y a pas les mêmes prérequis sur ce que c'est qu'un service public. Je pense que c'est intéressant de revenir sur les textes, comme a été fait dans l'article de Sarah Jean-Baptiste, parce que ce qui sort aussi dans la sociologie de l'action publique et la Scoum et le Gallès, c'est que souvent la législation pour l'administration autorise l'administration à faire quelque chose, mais lui impose finalement peu de choses. Et là, de ce que je vois, c'est que très clairement, les différents textes qui ont été adoptés pour mettre en place cette politique open data, elles autorisent, au mieux elles encouragent les administrations à ouvrir leurs données. Donc si vous regardez la circulaire qui a fait, au départ il y a eu un décret et une circulaire qui a créé la mission Etalab. Ce qui est un peu juste, c'est d'avoir un correspondant, un interlocuteur unique dans chaque ministère pour la mission Etalab. Donc ça fait 20 personnes auprès de qui la mission Etalab pourra discuter et éventuellement obtenir des données. Ce qui fait que derrière, c'est vraiment, ça dépend de la volonté et aussi des pressions politiques qui peuvent se faire pour ouvrir certaines données. Parce que votre étudiant qui a pu voir la région Île-de-France, pour ouvrir les données pour le hackathon, ça a été extrêmement complexe. Ça, c'est un jeu voilà, de voilà, donc j'ai plein d'infos là-dessus. Mais je pense que pour revenir sur les différents instruments, c'est intéressant de voir ces différents textes. Il y a aussi des textes qui n'ont pas une valeur normative, dans le sens réglementaire. Comme par exemple, il y a, dans la région Île-de-France, c'est un vadémécum. Donc c'est des textes où on vous dit, textes méthodologiques, on va vous dire qui va réutiliser les données, quel risque j'encours s'il y a des erreurs dans mes données, il n'y en a pas. Toutes ces choses-là pour essayer de rassurer les administrations. Il y a eu aussi par exemple une circulaire du Premier ministre qui a été envoyée dans toutes les administrations pour leur dire open data c'est bien, c'est pas dangereux, on vous encourage à le faire. Et je pense que ça serait intéressant de revenir quand même, si on s'intéresse au prisme des instruments, quand même de revenir sur le portail. Et c'est une recherche qu'on est en train de faire avec Romain et Clément sur les évolutions de data.gouv.fr. On a identifié 3 phases dans l'évolution de data.gouv.fr. Et de voir à chaque fois comment ces portails, alors moi j'ai toujours ce prisme d'être plutôt de voir du point de vue des producteurs de données dans l'administration, mais il y a aussi l'autre prisme qui est plus celui des publics et comment ces portails encouragent l'administration à publier leurs données et aussi essayent de les mettre en relation avec des réutilisateurs, en tout cas de valoriser cette participation et de valoriser d'un point de vue quasi symbolique, parce qu'on va sur ces pages d'accueil de ces portails-là, il y a toujours les réutilisations qui apparaissent et derrière il y a une politique qui est intéressante, qui est en train d'évoluer. Ce que dit Henri Verdier, par exemple, c'est qu'il dit que l'important c'est que ces données soient vivantes car elles sont réutilisées. Et que c'est pas, et ça c'est un des points que je voulais vraiment développer dans cet article, c'est que quand on entend ouverture des données publiques, si on prend les termes, c'est juste l'objectif, en tout cas l'idée, c'est juste de publier des données, pas forcément de pousser à leur réutilisation. Et ce qu'on observe dans la mise en œuvre, c'est qu'on se rend compte que si ces données ces données ne trouvent pas de public, la démarche d'ouverture même ne se poursuit pas. Et donc ça pose plein de questions et comment on va mobiliser certains acteurs, aussi certains instruments pour favoriser cette participation qui est cruciale pour que cette politique obtienne des bénéfices qui sont attendus. On va peut-être prendre une dernière question, parce que nous acheminons vers 11h. Moi, je voulais prolonger un peu ce qu'il avait dit sur la pluralité d'instruments. Et je trouve qu'il y a aussi un élément que tu peux replacer dans le contexte avec cette approche, c'est de voir vers où ça se rapproche, vers quel type d'instrument c'est mis en relation. Est-ce que c'est plutôt les pôles un peu plus de communication
où est-ce qu'on est dans la transformation véritable de l'action publique. Je pense que ça permet de traiter aussi la question du partage politique de l'open data. Et on voit en fait que les gens d'État Lab, finalement, essayent de passer un peu outre cette question, parce que sinon c'est un petit peu démoralisant, en se disant, par l'action, on va faire exister des... Pardon ? Et surtout qu'ils vont se faire arrêter s'ils avancent comme ça. Oui. Les responsables d'État Lab ne sont pas des énarques, mais ils les connaissent bien. Voilà. Du coup, ils ont ce discours de par l'action, mettre devant le fait accompli. Par exemple, on va développer des dispositifs techniques, on va mettre en place la libération des données. Et donc, du coup, ces concours ont une double fonction, en fait, à la fois d'activer la pompe pour, de toute façon, mettre les administrations un peu dans le fait accompli, regarder ça marche, et en même temps, de valoriser un peu au niveau communication l'open data. Et du coup, il y a un double jeu sur les publics. Il y a une ambiguïté, en fait, parce que les publics ils se mobilisent pour résoudre un problème pour tous les publics. Et là, il y a un double public. La cible, elle n'est pas claire. C'est d'une part le public des données, donc plutôt les développeurs, mais en même temps, vu qu'on est dans une logique de développer des nouvelles formes d'action publique, il y a la relation à l'usager qui n'est jamais très loin. Et il navigue un peu sur les deux parce qu'il faut à la fois qu'il parle aux développeurs, il faut qu'il essaie de parler au public, et en fait le discours qu'on ne prend pas souvent en compte, il parle, mais toi tu peux dire ta thèse, mais il parle aussi à l'administration. En fait, ces concours, ils ont aussi une fonction auprès de l'administration, regardez ce qu'on fait des données quand vous jouez le jeu. Et ça, c'est un discours en fait, qui est très présent. C'est-à-dire que je pense que les recherches qui vont se développer sur ces hackathons, parce que c'est une forme qui est intéressante. Je ne suis pas revenu sur la distinction hackathon. Hackathon, c'est plus les formats courts, et les concours en général, c'est des événements, une forme d'événements. Autour de ces concours, je pense qu'il y aura pas mal de recherches qui vont se développer. Par contre, je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui vont s'intéresser plus à l'envers du décor, à aller voir comment il y a une cible interne qui est visée, pas uniquement la création de services. C'est-à-dire que la création de services, ça peut être aussi juste instrumentalisé pour cette cible interne qui est les producteurs de données. Mais je pense, moi j'ai une question là complètement ouverte parce que j'en sais rien du tout. Est-ce qu'il existe des instruments? Est-ce que État Lab a réussi à faire passer l'idée de mettre en place des instruments de type incitatif? Les instruments incitatifs dans l'analyse de l'action publique, c'est par exemple faciliter la vie, dans ce cas précis, ça serait des lois qui facilitent la vie de la création d'entreprises à partir pour les gens qui participent à des hackathons et dont les applis sont validés par je ne sais qui, et voilà, on va leur faciliter. Je vous fais là les politiques de création d'entreprise vues par le bas, je n'y connais rien. Mais voilà, les institutions publiques, elles ont cette possibilité-là, s'il y a un accord politique, s'il y a une volonté politique, bien sûr, de développer des instruments incitatifs. Donc un instrument incitatif, selon le type de politique publique, ça peut être, oui, faciliter la vie des créateurs d'entreprises, dans un domaine d'activité précis. Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup porté par les responsables d'État Lab. Quand on a discuté de ces questions-là il n'y a pas très longtemps, et Stéphanie, tu as attiré notre attention sur le fait qu'en France et en Europe, de manière générale, la promesse était moins liée à l'empowerment des citoyens qu'au développement de secteurs d'activité économique. Bon. Il y a la promesse au sens politique du terme, et elle est importante évidemment. Pour autant, est-ce que la promesse est désormais accompagnée d'instruments, au sens où les a définis Christopher Wood, qui est un de vrai politiste, symbolique et tout ça, d'accord, c'est un peu accessoire quand même. D'où l'enjeu, je pense, pour nous, de montrer à quel point, pas juste parce qu'on est en sciences de l'information et de la communication qu'il faut défendre notre machin, mais qu'au travers de ces observables-là, on a accès à des modalités de transformation des institutions et des services publics qui sont des modalités lourdes, très lourdes. Voilà, donc est-ce qu'il y a, ma question, j'ai un peu dérivé, c'est est-ce qu'il y a des vrais instruments, enfin des instruments au sens législatif, incitatifs, comme par exemple des aides à la création d'entreprises ou je ne sais quoi d'autre, parce que
pas vraiment de compétences intellectuelles. C'est assez limité quand même. Il y a un concours Data Connexion au niveau national dans lequel il y a une dizaine de grosses entreprises françaises qui vont après rencontrer les créateurs de services qui sont primés. Mais derrière, il n'y a pas eu une enveloppe, il n'y a pas la banque publique d'investissement qui va les accompagner. C'est plus du registre symbolique pour le coup et la valorisation de ces entreprises d'un point de vue de la communication. Par contre, les instruments incitatifs, et là je reviens parce que c'est le biais par lequel j'entre dans l'open data, c'est plus du point de vue des administrations en interne, il y a énormément d'instruments incitatifs qui sont mis en œuvre au-delà du simple fait de demander d'ouvrir des données. Par exemple, ce que j'ai pas mal observé à la région de France, c'est que leur portail produit des cartographies automatiquement. Et donc ça, c'est une de leurs manières les plus courantes de pousser les administrations à ouvrir leurs données, c'est de leur dire, bon bah nous on vous fournit un système de cartographie gratuit et vous pouvez utiliser pour vous-même en interne. Donc ça bénéficie à tout le monde, au grand public, et eux ils font le travail très concrètement de géocoder chacun des points. Je n'entre pas en détail là-dessus. Mais ça c'est un des instruments incitatifs, c'est dans les fonctionnalités du portail. Je pense que plein de questions, je ne l'avais pas pensé sous cet angle-là, mais il y a plein d'instruments incitatifs à identifier. Mais du point de vue des publics, je pense qu'il y en a quand même pour l'instant très peu, parce que ça demande un investissement qui est élevé. Et derrière, comme les moyens qui ont été mis en œuvre pour l'ouverture des données sont finalement assez faibles au regard des ambitions qui ont été mises sur cette politique publique. Mais vu que l'enjeu c'est aussi d'économiser de l'argent, je pense qu'il y a une idée de limiter Tout à fait, donc il y a sans doute un chantier à explorer, c'est les relations entre États labs et puis des grands groupes comment on les appelle, d'édition, de production de connaissances, qui est un milieu professionnel, qui est le milieu professionnel dont vient Henri Verdi. Oui, absolument. Et surtout qu'on le voit sur d'autres instruments de participation. Par exemple, en ce moment je travaille sur le BP numérique, le budget participatif numérique de la ville de Paris. Ils ont mis un instrument incitatif très fort pour les mairies d'arrondissement. C'est la problématique à Paris, c'est que c'est forcément du bord politique de la maire. Des fois tendance à traîner des pieds pour rentrer dans certains projets. Et là, pour 1 euro investi sur un projet estampillé budget participatif, la mairie donne 1 euro. Du coup, ça... Dispositif. Oui, exactement. Les investissements d'avenir, et en fait, les questions de données, d'entreprises, etc., ça c'est un dispositif incitatif extrêmement fort, et pour le coup, là, il y a énormément d'argent qui est mis, et dans la question des données sur les questions numériques est vraiment centrale. Mais pas tant sur les données ouvertes quand même, je n'ai pas le souvenir. Alors pas ouvert, mais en tout cas sur les données. Ah, sur les données, il y a toujours... Oui, il y a une incitation forte via les communautés académiques au travers du schéma national de la recherche en France, qui est destiné aux communautés académiques, mais dans lequel on incite plus que fortement les laboratoires, les chercheurs que nous sommes, à faire des partenariats avec des acteurs et des organisations non académiques, et on retrouve ce domaine-là à l'échelle du nouveau programme cadre européen de la recherche, EH20. Effectivement, l'incitation peut passer par des voies Au niveau européen, les incitations, il y en a... démultipliées, pas impénétrables. Sur l'open data, au niveau européen, ça, il y a eu un financement massif. Enfin, massif à l'échelle. Faudrait recomparer, je dis. Et bon, il y a eu de l'argent. Il y a eu de l'argent. Ça m'a l'air d'être des gros sous à mon échelle. Voilà, c'est pas très scientifique comme donné. Tout dépend à quoi on compare. Voilà, là pour le coup, je ne sais pas grand-chose. Voilà. Conclu, merveilleux. Le mot de la fin pour Clément. Donc je vous propose de clôturer cette première